Et salut à tous, bienvenue sur See You on the Run. On est sur notre premier épisode aujourd'hui avec un super invité, Robin, sois le bienvenu. Un grand coureur aussi, un grand CEO. On va passer du temps ensemble aujourd'hui, on va aller courir. On est sur Montmartre, un super temps. Il y a Jean-Gab derrière la caméra aujourd'hui, on va alterner au fur et à mesure. Voilà, soyez les bienvenus et puis on est parti. Go! Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon Robin, j'ai envie d'attaquer direct. Vas-y. T'as fondé Clap, Ouais, mais en même temps t'es un très grand coureur. J'ai vu ton UTMB Index, t'es à plus de 800, t'es presque un coureur élite. Comment t'arrives à gérer tout ça aujourd'hui? Cette partie course et en même temps être CEO à la fois. en fait, moi, je me suis mis au trail en 2023. Ouais. J'étais à Paris depuis la sortie des études et j'ai déménagé dans les Pyrénées en 2023. Et le fait de passer en télétravail temps complet au milieu des montagnes, je me suis mis à juste aller dehors pour prendre l'air le midi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le trail parce que je trouvais que c'était sympa de pouvoir courir et me mettre un peu plus de vitesse, de défis sportifs. Ouais. Au début, c'était surtout découverte. J'ai fait les premières courses. J'ai eu des très bons résultats et du coup, je me suis pris au jeu de la performance. Et 2 ans plus tard, je cavale pas mal. Tu fais Pour combien te donner une idée, je pense que quand j'étais à Paris, je faisais entre 500 et 1000 km par an, à peu près. Et première année à Bagnères, j'ai fait 6000 km. 6000. Ouais. Ok. Je sortais tous les jours, voire même 2 fois par jour. Et bon, je me suis blessé partout, faut pas le reproduire. Ouais. J'ai vraiment enchaîné la totale, mais à chaque fois, j'arrivais quand même à continuer à courir un minimum. Et aujourd'hui, ça dépend, mais le rythme moyen, c'est 130, 140 km semaine. Et c'est plus... Il y a une histoire, j'aime bien la compétition, mais c'est surtout que c'est devenu mon équilibre. Ouais. Ça permet de déconnecter, c'est là où j'ai probablement eu les meilleures idées. On a pivoté avec Clap, par exemple, c'était... on a pivoté une fois que j'étais à Bagnères et je pense que ça a joué, ça m'a permis de prendre du recul et de penser à autre chose. Et donc aujourd'hui, les deux sont vraiment très imbriqués et c'est dur de dissocier. Et d'ailleurs, je trouve que ce podcast, c'est une bonne image de ça. Ouais, l'idée c'était de... Je pense que les deux sont vraiment, comme tu dis, associés entre comment t'arrives à être performant et en même temps déchargé par quoi. Il y en a beaucoup, c'est via le sport. Je pense que tu es un très bon exemple. Mais quand tu parles de performance, tu as toujours été performant comme ça parce que tu as quand même un sacré niveau de trail aujourd'hui, quoi. Non, j'ai toujours fait du sport, mais que j'ai jamais fait de compétition, donc je sais pas trop et je pense que j'avais une bonne réserve accumulée, mais non, c'était assez surprenant. Je faisais pas mal de rando, je pense que j'avais un bon fond physique et sportif, mais jamais de compétition. Mais par contre, là, je me suis pris au jeu, c'est-à-dire que depuis 2 ans, j'ai mis quand même pas mal de choses en place, côté sommeil, côté nutrition, côté entraînement et plus le volume. Il faut dire aussi que dans mon village, il y a plein de pros. Ouais. J'habite à 100 mètres du 2e de l'UTMB 2025. Ben Diman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, quand tu cours avec eux, et tu les vois sur les chemins et tout ça, il y a une émulation. Donc, je pense que c'est un ensemble de causes, quoi. T'as un plan d'entraînement aujourd'hui précis pour être performant? Alors là, précisément, depuis la vente de Clap, en octobre dernier, je me suis coupé de l'entraînement pour être un peu plus reposé. Okay. Donc je continue à courir pas mal. L'hiver, c'est ski de rando. Donc j'essaie de faire peut-être 3 fois du ski de rando par semaine en complément de la course. Mais là, j'ai pas repris la compétition encore. T'as des compètes cette année là? On va voir. Peut-être Templier, aller les refaire, peut-être en Andorre, mais là, le processus de vente, la due diligence, le closing, ça m'a quand même si c'était bien et que je suis très content d'avoir rejoint Nemlist et qu'ils ont été super sympas tout au long du process, ça reste quand même physique. Et là, j'avais juste besoin de pas me mettre côté performance sportif et individuel et côté transition et performance côté pro. Okay. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que ça va être un rythme de fou entre ton pivot, le sport et puis la vente. Comment t'as réussi à gérer tout ça là? C'est un rythme de fou, mais ça dépend où t'habites. Ouais.
Moi, je suis au milieu des montagnes, je peux prendre mes baskets et je suis en quelques centaines de mètres dans les sentiers. Et donc, c'est vraiment maillé dans mon quotidien. Par exemple, j'y vais tous les midis, il n'y a pas de question. Quand je vais courir avec des gens, enfin, je vais plutôt courir avec des gens plutôt qu'aller boire des bières. Et quand tu regardes comme ça, tu peux courir pas mal dans une semaine. Un épisode Netflix d'une série, c'est entre 10 et 15 bornes. Ouais. Donc forcément, tu vois comme ça, ça chiffre vite, quoi. Clairement. Après, c'est beaucoup d'orgas. J'ai 2 enfants et donc on fait quand même au mieux pour tout bien partager avec ma femme. Donc ouais, c'est pas mal de timing familial, mais ça permet de couper vraiment fort. Et c'est même aujourd'hui, c'est une hygiène, quoi, parce que même là où j'ai plus de compétition depuis quelques mois, et avec le côté hivernal un peu plus tranquille, je me force à sortir même quand j'ai pas envie, parce que je sais que ça va me rafraîchir les idées pour la suite, quoi. Et sur cette partie justement plutôt vente, t'es allé, en tout cas j'avais lu ce que t'avais écrit, c'est quand même allé assez vite. T'avais réfléchi, je crois, t'avais refusé dans un premier temps et puis t'es revenu sur ça. Ouais, alors en fait, nous, si je refais l'histoire, on s'est lancé en 2021. C'était la fin du Covid et on est avec mon associé. Moi, je suis à Paris, lui, il est à New York. Et on réfléchit à une solution pour faire des vidéos asynchrones pour collaborer à distance, mais autrement que par l'écrit. C'était dans le monde où tout le monde pensait télétravail. On disait que ça allait être le nouveau fondamental d'organisation. Et finalement, on a décidé de se lancer. On a levé des fonds. On a levé à peu près 5 millions en tout, 4 millions et demi. Et pendant 3 ans, on a cravaché sur cette idée. Et en fait, le marché s'est un peu retourné. Les gens parlaient moins de télétravail, il y a eu le retour au bureau. On était un peu dans la même catégorie que Loom, par exemple, qui a été revendu à Atlassian. Mais le marché n'a jamais vraiment décollé. Et donc, on a pivoté en 2024. Peut-être un peu trop tard, et il y a pas mal de choses à dire sur le pivot. Et 2024, on a vraiment embrassé tout ce que permettait l'IA pour faire un assistant pour les commerciaux, parce que finalement, c'était nos plus gros utilisateurs et c'était déjà en partie comme ça qu'ils utilisaient la plateforme. Et en 1 an, on est passé de la nouvelle idée, d'une très grosse traction. Et donc, on ne voulait pas forcément vendre mi-2025 quand Lemlist me contacte. C'est Charles qui m'écrit sur LinkedIn, le CEO de Lemlist. Ouais. Nous, ça faisait 1 an qu'on était sur nos business, on était très contents. On avait plein d'énergie parce qu'on voyait les courbes qui commençaient à avoir une allure exponentielle. Et au début, on voulait pas vendre, et puis après, on a réfléchi. Et on s'est dit, notre force côté Clap, c'était le produit, la tech. Et on avait toujours un peu plus de mal sur le côté commercial et marketing. Moi, j'ai un fonds, par exemple, pour produit tech. Un autre associé qui est CTO, donc vraiment très tech. Et le côté commercial, c'est pas une compétence qu'on avait, parce que le dernier associé était plus marketing. Okay. Mais marketing B2C dans des grands groupes, notamment L'Oréal, en expérience. Et donc, je pense qu'il nous manquait un peu de... En tout cas, on avait du mal à trouver vraiment notre vitesse de croisière sur le côté go-to-market. Et même si ça marchait très bien niveau chiffres, on a vu un super accélérateur avec Lemlist parce que c'est leur force. Ouais, et puis tu as un lien qui est... Enfin, moi, j'ai commencé à utiliser Clap il y a peu de temps. C'est un super lien entre ce que tu réussis à capter en termes de signaux et après paramétrer ton outbound avec Lemlist, quoi. Donc, ouais, en fait, je dirais qu'il y a 3 enjeux qui nous ont fait avancer avec Lemlist. Et qui finalement, c'est un super choix de raison, mais aussi de cœur. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé assez vite. C'est que ils ont une culture qui est proche de la nôtre. Et même s'ils sont un peu plus gros, ils restent quand même à taille vraiment humaine. Et ça, on avait à cœur. Il y a une super synergie produit, comme tu dis. Et là, on va lancer les premières intégrations. Et donc, c'est assez excitant. On va les sortir publiquement, je veux dire. Et le troisième truc, c'est que ils sont très forts en marketing, très forts en commercial. Ouais. Et donc, nous, on s'occupe du produit. On garde une structure indépendante dans le groupe. Mais par contre, c'est eux qui distribuent. Okay. Et donc, on a un peu le meilleur des 2 mondes. Moi, je voulais pas me faire racheter quelque part et être noyé dans une organisation, ne plus avoir la responsabilité de mon PNL, de ma boîte. Et là, je trouve qu'on a un peu le meilleur des 2 mondes.
Tu as fait beaucoup de produits, toi, je sais, dans le passé. Parce que tu es entrepreneur, tu as toujours voulu l'être. Parce que tu as aussi fait des études pour devenir avocat, si je dis pas de conneries. Donc, tu as toujours ça en toi. Alors non, entrepreneur pas du tout. Mes parents sont, ma mère instite et mon père était chercheur au CNRS. Ouais. Donc c'était pas du tout la culture. Par contre, j'ai toujours monté un peu des side business, pas forcément business d'ailleurs, mais plus des projets un peu techniques ou produits. Par exemple, j'avais fait un agrégateur j'allais scraper tous les matins toutes les annonces immobilières sur tous les sites. Et du coup, ça permettait de centraliser tout ça dans un seul produit. Et j'avais eu, je sais pas, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc c'était des projets comme ça que j'avais fait à droite à gauche. Et j'avais jamais franchi le pas de le faire en projet principal et monétisation. Ok. Et je pense que mon expérience d'avant chez Augury... Pardon, je me suis trompé. Mon expérience d'avant, donc dans une boîte qui s'appelle Augury, j'étais assez fasciné parce qu'il y avait mon CEO, moi j'étais VP Product dans cette boîte, je fais de la partie Product et Design, et il était très bon pour aller chercher les dollars. Ok. En fait, dès qu'il sentait, il avait du flair, il arrivait vraiment à trouver les angles de monétisation, et j'avais envie de cocher cette case et de me confronter un peu à quelque chose pour lequel je sentais que j'étais moins fait, quoi. Donc non, à la base, c'est plutôt un défi et une envie de monter mon produit, mais aussi d'aller me confronter à quelque chose où j'étais moins bon côté go-to-market. Okay. C'est quoi ton rapport à l'IA aujourd'hui? Parce que t'as le côté un peu où t'es dans la nature, montagne, et l'autre où c'est clairement un des piliers de ta boîte. Comment t'abordes ça, toi, à titre perso? C'est une bonne question et en fait, c'est une complémentarité que j'adore. Le trail, on est quand même beaucoup les pieds dans la boue. C'est très brut. J'essaie d'y aller le plus déconnecté possible en plus. Et à côté de ça, l'IA, c'est une fureur. Il y a un FOMO perpétuel. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. C'est assez éprouvant pour les nerfs parfois de tout suivre. Et on voit que même pour les grosses boîtes, ça secoue quand on voit ce qui s'est passé avec OpenAI récemment. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ça me permet c'est comme un interrupteur. Et ça me permet, je pense que j'aimerais pas, par exemple, être que dans le trail. Je me suis posé la question parce que j'avais gagné une course UTMB. Enfin, pas de la semaine UTMB, mais pas UTMB en Andorre. Et donc, je m'étais dit, c'est vrai que je pourrais peut-être vraiment passer plus de temps dans le trail. En plus, voir les pros autour de chez moi, ça donne des idées. Et je pense que si j'étais que dans ce milieu, il y aurait des choses qui me manqueraient. J'adore le côté tech, j'adore le côté bidouilleur, j'adore le côté IA, qui est quand même en train de révolutionner pas mal de choses et être un peu au centre, c'est intéressant. Mais en même temps, j'en avais marre de la vie. Moi, j'étais à Paris pendant 15 ans, dans le côté très tech startup. Et l'écosystème parisien, je trouvais qu'il était un peu renfermé. Et donc finalement, ça me permet d'être au confluent de deux cercles qui n'ont rien à voir. Bon, de plus en plus, parce que le trail commence à gagner, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Et juste peut-être sur deux trucs pour terminer sur l'IA. Tu as dit que tu as 2 enfants. Comment tu abordes ça avec eux? Ils sont peut-être encore jeunes, mais comment est-ce que tu vois ça dans l'éducation des enfants? Moi, je te donne un exemple, j'ai ma fille petite, 2 ans, donc tu vois, encore très loin. Mais c'est des vraies questions, tu vois, où le monde change super vite. Comment tu abordes ça avec eux? Ouais, c'est une bonne question. En fait, côté l'IA, moi, je pense que je suis à la fois très excité. J'ai un peu le parallèle que je dis souvent, c'est que si j'avais vécu au 19e, j'aurais aimé peut-être pas faire maréchal Ferrand, mais être sur la machine à vapeur. Ne serait-ce parce qu'il y a un changement énorme qui arrive, il y a plein d'inconnus. Et donc, il y a un côté très excitant. Mais j'ai aussi beaucoup d'IA-anxiété. On pourra en parler, mais sur le côté économie, le côté emploi, le côté environnement. Et le côté enfant, ça en fait un peu partie parce que je pense que ça a quand même un gros enjeu sur nos cerveaux. Ouais. Et du coup, la manière dont je le vois quand même, déjà pour te répondre par rapport à nous-mêmes, mais ensuite par rapport à nos enfants, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent, avec l'IA, il y a le risque qu'on fasse plus rien, qu'on devienne juste bête. Ouais. Sauf qu'en fait, quand on est un manager et qu'on a managé des équipes, on fait plus grand-chose soi-même. Et je trouve que l'IA, c'est un peu la même chose. On devient manager d'IA.
Et c'est pas pour ça qu'on ne fait plus rien. Alors il y a moyen d'être passif et finalement de se cantonner à juste répliquer ses tâches de contributeur individuel. Et ça, je pense que c'est un danger. Mais si on se dit l'IA, c'est un moyen exponentiel pour faire beaucoup plus que ce que je pouvais faire jusqu'ici, on est dans une posture active, acteur, et plus managériale comme on pouvait l'être quand on avait une équipe et qu'on est entrepreneur et qu'on embauche son équipe. Ouais. Et donc de ce point de vue-là, mon but, moi, c'est de... Alors mes enfants, la plus grande, elle a 6 ans, donc c'est relativement jeune encore, mais c'est de commencer à leur montrer ce qui est possible, mais avec un regard créatif. Et pas juste pour être passif, entrer un prompt et attendre de voir ce qui se passe. Et donc on fait des projets. Par exemple, on a fait un projet ensemble, une application pour qu'elle apprenne à lire. Ok. On a fait, et donc elle nous dit un peu les exercices, et puis on met des thèmes personnalisés sur ce qu'elle aime. Comme ça l'excite un peu plus que quelque chose qui serait super générique. Ou alors on a fait une sorte de Cluedo, un jeu de société en ligne, et on a fait avec elle du coup les cartes, on les a passées sur Banana Pro pour faire des cartes de la famille un peu stylisées. Elle visite les lieux, c'est pas des pièces mais c'est des lieux qu'elle fréquente dans notre village. Et du coup elle est vraiment motrice là-dedans, et donc des petits projets comme ça on en fait pas mal. Donc mon but moi c'est de lui montrer ce que ça permet de faire, mais dans dans une posture active. Après, il y a une grosse question, et ça, j'ai pas la réponse. On en a parlé, tu vois, avec ma belle-sœur récemment. Le jour où il faut qu'elle apprenne, par exemple, à développer des choses beaucoup plus hard skills, quelque part, je me demande comment je vais approcher la chose. Est-ce que je vais lui demander d'abord d'apprendre à développer en Python pour qu'elle ait quand même les bases? Ou alors, est-ce que passer par l'IA et du coup voir l'IA travailler et comprendre un peu le côté sous-jacent technique. Et ça, je pense que j'ai pas la réponse. Et tu vois ça à quel âge? Parce que tout va très vite. Tu vois, là, tu parlais de ta fille, 6 ans est née. Dans 6 ans, tu te dis tu vas être super loin. Comment tu vois l'éducation peut-être de manière générale à terme? Je sais pas si c'est la réponse à ça, mais tu vois, moi, comme tu as dit, il y a le côté un peu anxieux que j'ai parfois. Essayer de faire des choses, mettre en place pareil quelques agents, mais je me sens de manière générale, je dirais, assez perdu et loin d'être ultra plus efficace avec l'IA. Comment tu vois ça toi pour ton futur? Moi, en fait, j'ai l'impression que la manière dont je vois l'IA, c'est un peu un accélérateur ou un amplificateur. Et là où il y a 100 ans, la différence entre quelqu'un qui était hyper productif et moins productif, elle était de 1 à 2. Maintenant, elle va être de 1 à 200. Et donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de posture et de comment tu utilises l'IA pour parvenir à tes fins. Et toujours avec cette notion du coup d'intentionnalité, d'acteur. Et je pense que par exemple pour l'éducation, je suis toujours d'un naturel optimiste, mais c'est juste incroyable. Ouais. Nous, on est la génération, on a grandi avec YouTube. Moi, j'ai appris à faire de la guitare en autodidacte sur YouTube. J'ai appris à faire du piano sur YouTube. T'as quel âge? 36, moi je suis plus vieux, mais je sais pas. Non, 36, c'est à peu près ça, quoi. Et du coup, YouTube, ça a été, mais j'ai tout appris. J'ai pris des cours de japonais sur YouTube. Et aujourd'hui, l'IA permet ça, mais de manière beaucoup plus customisée, personnalisée. Et je parlais de cours de japonais. Moi, je parlais avec un de mes développeurs hier qui apprend le japonais. Il s'est fait une application pour parler. Et donc, il parle en japonais. Ça lui répond en japonais. Et ensuite, ça lui répond, parce qu'il est espagnol, en espagnol pour expliquer un peu ce qu'il aurait pu mieux faire, etc. Wow. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est une révolution. Donc en fait, pour moi, l'éducation, je pense que ça va la révolutionner parce que tu auras un effet amplificateur pour ceux qui veulent l'utiliser comme un outil pour arriver à leur fin avec un objectif en tête et une sorte d'abnégation ou une sorte, en tout cas, de curiosité intense. Par contre, pour ceux qui sont passifs, ça sera vraiment beaucoup plus difficile. Ouais, clairement. Et c'est ça qu'il faut bien accompagner, et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Moi, je le vois par exemple dans le village où je suis. Il y a 6000 habitants, on est dans les Pyrénées. Quasiment toutes les personnes que je côtoie au quotidien n'ont jamais utilisé l'IA. Elles ont même des craintes fortes pour plein de raisons. Et donc elles ont de l'appréhension et elles veulent pas forcément, ne serait-ce que rentrer dedans, parce qu'elles sont défiantes. Ouais. Et donc, pour l'instant, j'ai encore un peu de mal avec le temps à disposition que j'ai, mais j'aimerais bien même aller vers des choses plus peut-être associatives pour qu'on arrive à propager vraiment l'IA
mais dans toutes les strates, à tous les âges. Parce que plus on connaît, plus on arrivera à en faire quelque chose et à pas le subir. Et je voulais t'amener sur ce sujet, justement, le côté social, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. On voit aussi, tu vois, des licenciements. Exemple, Jack Dorsey, récemment, qui dit j'ai licencié 4000 personnes sur 10 000. Comment tu vois ça dans le futur, toi aussi? Tu penses que ça va se multiplier, toutes les tâches, je dirais, automatisables, on arrête? Comment tu vois la valeur humaine par rapport à l'IA? Bah, moi, j'ai quand même une IA anxiété, c'est-à-dire que je suis très excité par tout ce qui arrive, et j'ai aussi envie d'être au cœur du truc pour bien comprendre ce qui se passe et avoir un sentiment, j'aurais jamais un sentiment de contrôle, mais en tout cas un peu plus de compréhension, disons. Mais côté emploi, effectivement, il y a beaucoup d'inconnus parce que c'est comme si on a, dans les années 70, 80, plutôt 80, 90, on a eu la délocalisation des cols bleus, tout ce qui est ouvrier. Là, on va avoir une double délocalisation des cols blancs, donc tout ce qui est service vers l'IA, mais en plus vers une IA qui n'est pas française ou européenne et souveraine, mais américaine. Ah ouais. Donc moi, ça me fait peur à double titre, ça me fait peur peut-être pour l'emploi et comment est-ce que ça va représenter en grande masse de l'économie, mais aussi pour la productivité et la... Comment dire, je trouve pas mon mot, mais si du jour au lendemain, toute l'expertise, elle est dans des modèles américains qui peuvent nous être coupés sur demande et qu'elle est plus dans la tête de gens bien présents en France et en Europe, ça pose aussi des vrais sujets. C'est quoi les fondamentaux de notre économie? Et là où on a perdu tout notre savoir-faire industriel et qu'il nous restait la force des services, bah on risque de perdre cette force-là aussi. Donc non, je suis assez inquiet par rapport à ça. Tu penses que c'est récupérable, justement? Et je sais pas si on est... En fait, j'ai du mal à me faire une idée sur le timing, parce que pour une boîte comme nous, on est une petite boîte, on est une boîte AI, donc on utilise énormément l'AI au quotidien aussi pour nos opérations. Et donc la révolution AI, elle a déjà commencé pour nous. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui est fonctionnaire et tout ce qui est grosse boîte, donc vraiment très enterprise, tu vois, CAC 40, toutes les... Ce qui est de plus en plus un enjeu, c'est comment est-ce que tu fais de l'adoption de l'IA. Et peut-être que en fait, ça va mettre énormément de temps. Donc en fait, j'ai du mal à me rendre compte, si tu veux, je pense pas que ça va être une affaire de 2 ans parce qu'il y a un sujet d'adoption de l'IA qui est pas résolu. Et ça, quelque part, ça va peut-être un peu lisser cette disruption qui est à l'œuvre. Et en plus, je sais pas quel modèle t'as mis derrière toi, mais c'est ce que tu disais finalement. J'utilise beaucoup aussi les modèles américains. Alors les boîtes françaises sont peut-être un peu plus obligées d'utiliser Mistral, mais in fine, tu crées quand même une sacrée dépendance par rapport aux US, encore une fois. Comme dans le cloud. Et donc c'est intéressant effectivement de voir Mistral. Après, sur le grand public et sur tout ce qui est small business, Mistral, ils peuvent pas encore, ils sont pas compétitifs, c'est juste trop difficile. Il n'y a pas les mêmes moyens. Donc la stratégie sur laquelle ils vont, donc de mettre en place des équipes, un peu le forward development qu'avait introduit Palantir, où en fait on va pouvoir mettre des équipes d'élite pour des cas d'usage très particuliers et très customisés dans des grosses boîtes. Par exemple, on a beaucoup parlé de leur deal avec CMA CGM ou du deal avec BNP ou Carrefour. Ça, je pense que c'est intéressant parce que ça va permettre de faire des solutions avec de la souveraineté européenne, tout en ayant une maîtrise beaucoup plus personnalisée de l'adoption de l'IA dans le grand groupe. Mais ça reste une boîte, et c'est sûr qu'en Europe, on a quand même du mal à construire des champions. Ouais. Si je te ramène sur le sport quand même, parce que c'est un peu l'objectif aussi. Pourquoi tu as choisi le trail? Manière où tu es au pied des montagnes, c'est simple. Pourquoi la step étant sur trail? En fait, moi, je voulais descendre plutôt à Toulouse, où j'ai grandi. Et on allait avoir notre deuxième garçon. Et on a décidé de tester pendant le congé mat 3 mois à Bagnères, où j'avais mes grands-parents qui vivaient à l'époque. Et on avait une maison de famille. Et on a adoré. Et donc c'est comme ça qu'on est resté, on a décidé de se fixer à Bagnères plutôt qu'à Toulouse.
Et ensuite, le trail, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est à 500 mètres des chemins. Et donc, pour déconnecter la journée, entre midi et 2, j'allais sur les chemins. Et puis, en fait, on fait quand même un tour plus grand qu'on court. Et donc, j'ai couru pas mal. Mais ça aurait pu être un autre sport. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de vélo de route. Et l'hiver, ce que je disais aussi, je fais beaucoup de ski de rando. Et je me demande même si je vais pas mettre à la compétition en ski de rando. Ok. Ski alpinisme. Un peu comme on a vu au JO, là. Ouais, alors pas le sprint. Ouais. Si t'as vu là, en 2 minutes 30, non, moi ça serait plutôt l'individuel avec des courses d'1 heure ou plus, quoi. Okay. Donc voilà, ça aurait pu être un autre sport. Je pense que c'est pas le trail en particulier, c'est plus le côté nature et grands espaces. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de courir? Tu m'as dit que tu faisais entre 30 et 40 bornes par semaine. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton équilibre? Alors, depuis tout petit, j'aime courir, même si je courais pas beaucoup. Et c'est une sorte de méditation. C'est vraiment le moyen pour moi de laisser l'esprit sur quelque chose de physique, de tangible, par rapport à tout ce qu'on a autour et qui est toujours très calculé, rationnel. Donc ça, c'est quelque chose d'assez historique et qui remonte à loin. Après, il y a un autre sujet, c'est depuis que je me suis mis au trail et à la compétition, j'ai beaucoup découvert sur mon corps. Okay. Et je trouve que on va tout apprendre à l'école. Mais moi, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait, comme tu disais, mélange école de commerce et droit. Et donc, j'avais jamais trop... Bon, bac S, on a la SVT, mais j'avais jamais trop été intéressé par le corps humain. Et j'avais pas été vraiment confronté à comment il fonctionne. Et en fait, quand tu commences à analyser ton corps dans une vision de performance, tu apprends beaucoup dessus. Ouais. Et la course m'a permis ça. C'est qu'il y a un sujet, tu mets tout en œuvre pour que ton corps soit une mécanique huilée au millimètre. Et en fait, ça a été un champ d'expérimentation avec 1000 curseurs depuis 2 ans. Et je pense que ça a aussi expliqué pourquoi j'ai pu en 2 ans atteindre ces niveaux-là. C'est que c'est un moyen en fait tu mets le sommeil en place, tu mets de la nutrition en place, tu mets de la compréhension dans ton plan d'entraînement, dans tes filières énergétiques. Tu comprends pourquoi les choses. Je te donne un exemple tout bête, mais que j'avais jamais compris pourquoi c'est bon de s'ennuyer. Et j'étais toujours avec quelque chose, un podcast dans les oreilles, une vidéo, un livre. Mon esprit n'était jamais, à part quand je courais, déconnecté. Quand tu cours, tu mets rien dans les oreilles. Alors quand je cours, j'essaie de déconnecter, mais je veux dire en dehors de la course, c'était un sujet, j'arrivais pas à le faire. Et puis un jour, j'ai compris que quand on s'entraîne, on a l'hormone du stress qui s'appelle le cortisone, qui augmente. Et c'est normal et on a besoin, c'est ce qui nous met en action. Le stress en soi, c'est bon pour le corps, c'est un mécanisme positif. Mais si on s'entraîne trop, il ne baisse plus. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir dans le contexte pro des burn-out, dans le contexte d'entraînement de la fatigue et du surentraînement. Et donc il faut pouvoir le faire rebaisser. Le corps fait baisser les niveaux, mais à un moment ça peut un peu, la machine peut se clipper. Et donc comment est-ce que tu fais pour baisser ton niveau de cortisol? Et tu dois activer ton système parasympathique et tu dois passer par du coup des phases, connaître ton corps, t'ennuyer un peu, être beaucoup plus passif, beaucoup plus dans une sorte de quiétude, ce qui conduit aussi à la méditation. Et j'avais jamais réussi à méditer. Et une fois que tu comprends toutes ces chaînes de cause à effet et que tu as ton objectif de dire je veux courir plus vite, donc je dois maîtriser ma fatigue, donc je dois maîtriser mon cortisol, donc en fait la méditation ça a du bon, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre. Donc en fait la course ça m'a permis ça. Okay. Comment tu te fais accompagner là-dessus? Est-ce que tu as des coachs, tu vois, sur la nutrition? Moi, je prends mon exemple, moi je fais aussi du trail. L'an passé, j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi. Ça a été galère, mais je me dis j'ai encore plein de choses à mettre en place. Et j'ai l'impression parfois quand tu t'es coaché, tu vas beaucoup plus vite. Est-ce que tu as des coachs? Comment tu te cultives et comment tu t'es accompagné là-dessus? Ça, la réponse elle est éminemment individuelle. Moi j'ai monté une boîte parce que je supportais pas d'avoir un boss et parce que j'aimais bien faire les choses à ma manière et prendre des décisions et avoir la responsabilité de mes décisions. Je t'ai dit que j'avais appris la guitare et le piano sur YouTube, donc j'ai jamais eu de prof de musique.
Et le trail, bah, sans surprise, j'ai pas pris de coach. Et donc, en fait, j'ai fait sur YouTube. Ok. J'ai fait par mimétisme avec mes voisins qui sont parmi les meilleurs de la planète. Et ça, j'ai de la chance. Et j'ai fait grâce à l'IA. Et donc après, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement humain. Et donc il y a tout un tas de plateformes plus guidées ou de coachs qui peuvent ouais, sur le côté aussi coaching un peu mental et accompagnement au-delà de la partie purement technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, même si tu prends un coach, il va être focalisé sur la partie entraînement, mais peut-être moins sur la partie renforcement musculaire et préparation physique, peut-être moins sur la partie nutrition. Et donc c'est quand même un large panel de compétences. Quand on commence à vouloir vraiment faire de la performance, mettre les moyens, c'est bien de s'entourer d'une équipe. Mais si c'est par curiosité et pour monter son expertise tout en étant amateur comme on est nous, bah, je pense que je reviens à l'IA, c'est incroyable. Comment t'inscris ça dans ta vie de famille aujourd'hui? J'ai l'impression que tu as gagné beaucoup de liberté en partant dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, avec quand même un rythme de vie intense. Comment t'inscris ça sur ta vie de famille? En essayant de mailler, mais c'est comme pour le pro, c'est de segmenter le moins possible les choses. Donc je m'explique, tu vois, dans le pro, pour faire la mini incartade, pendant longtemps je courais, et tu vois, 2023-2024, je m'y mets vraiment beaucoup, mais je le tais complètement. Et j'essaie de garder ça comme une sphère vraiment privée. J'étais gêné de mélanger et de mettre de la porosité entre ces espaces. Et puis j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Et puis, bah, tu vois, c'est comme ça probablement que tu m'as trouvé. Ouais. Et puis en fait, ça crée aussi des opportunités côté business et ça se renforce. Et côté familial, c'est la même chose. C'est essayer plutôt que de segmenter complètement, de fusionner ma pratique avec la famille pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc, je te donne des exemples, mais on a une carriole avec 2 places. Et je cours, j'emmène mes enfants à l'école en carriole. Okay. Je les ramène en carriole. Parfois, on fait des trajets à la journée. On va faire 40 bornes dans la journée. Ils sont dans la carriole et on part toute la journée. Donc, on fait des pauses, on pique-nique. Ma femme a le vélo électrique et elle tire la carriole. Parfois, je pousse. Okay. Et moi, je cours à côté. D'accord. Et donc, c'est un moyen. Alors, c'est pas tout le temps, parce que bien sûr, il faut courir seul parfois. Mais c'est un moyen, en fait, de les impliquer dans la pratique et que tout le monde y trouve son compte. Et puis, ils aiment bien aussi. Ouais, c'est inspirant, en tout cas. Un peu, tu fais beaucoup de choses. Mais je pense que après, bah, ça dépend aussi des besoins qu'on a et encore une fois, de l'intention qu'on veut y mettre. Mais tu me disais que tu habites à Issy-les-Moulineaux. Moi, je sais que si j'habite à Issy-les-Moulineaux, ben, je viendrai tous les jours au travail en courant. Ouais. Et parce qu'en fait, il y a toujours des poches dans l'agenda où on sanctuarise pour un usage où on se dit non, mais là, je vais y aller en métro, ou je vais faire ceci. Je faisais un podcast la dernière fois que j'enregistrais, qui était à 25 km de où j'étais. Ouais. C'était la dernière fois que j'étais venu à Paris. Bah, ça m'aurait pris 1h30 de transport en commun. Je lui ai demandé en avance, bien sûr, mais j'y étais en courant. Ouais. Et en fait, quand tu fais ça et que tu maries vraiment, mais que c'est revendiqué, bah, les gens, ils acceptent et tu arrives à concilier beaucoup de choses. Oui, puis tu restes toi-même au final, quoi. Ouais. Aujourd'hui, t'en as un peu parlé, mais moi, j'ai regardé ton classement UTMB, qui est quand même assez costaud, 834, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors il a un peu baissé parce que j'ai pas fait trop de compétition, mais c'est à peu près ça. Mais t'es sur un niveau élite. Enfin, en tout cas, je sais, si tu parles par exemple d'un mec, on en parle un petit peu du comme Mathieu Blanchard, il reste autour de 900, mais pas très loin. Limite, il pourrait être consacré qu'à ça en Italie, non? Et avoir des sponsors ou autres. Alors, c'est une question que je me suis un peu posée. Et notamment suite à la revente. Est-ce que ça, j'ai envie d'aller toucher à une professionnalisation que j'ai pas ici? Je pense qu'en mettant beaucoup plus de repos en place, de pause, parce que là les semaines sont longues, hein, donc ça tire en fatigue et les blessures sont faciles, etc. Donc j'ai réfléchi. Après là où j'ai une grosse hésitation,
c'est que je suis pas tout jeune. Et donc si je me lance, on a parlé de mon âge, j'ai 37 ans, ça sera quand même un peu sur le tard, quoi. Donc j'aurai pas une grande longévité. Et après le deuxième enjeu, c'est j'aurais du mal à déconnecter complètement de l'IA en ce moment, parce que je pense qu'en 6 mois les choses bougent tellement vite. Peut-être qu'une fois que ça se sera consolidé, j'aurai envie de passer à autre chose. Mais là, j'aurais du mal à être tout dans l'un ou tout dans l'autre. Et donc je pense que je vais juste garder ce que je fais aujourd'hui, peut-être basculer sur un format, être en mi-temps ou 3 jours sur 5 pour pouvoir mettre un peu plus de place à l'entraînement. Et j'aurais du mal à me dire je me mets au trail à 100% et je mets une pause complète sur le côté IA. Ouais. Pas quelque chose qui te encore à 100% aligné là-dessus, quoi. Ouais, après pour être honnête, j'ai quand même encore 3 ans chez Lemlist, puisqu'on a fait un deal, comme je disais, où c'est assez classique, mais il y a une partie complément de prix qui est variable dans la durée, ce qui me va très bien, parce que moi ça faisait qu'1 an qu'on avait pivoté, que je voulais continuer notre activité, et donc je trouve que c'est un bon équilibre, mais je me projette pas pour la suite tout de suite, parce que là j'ai encore 2-3 ans, quoi. Ah ouais, t'es dedans. Voilà. Et là, tu vois comment Clap, là, d'ici 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce que tu as envie de sortir avec Lemlist? Alors, côté Clap, je vais donner des mots-clés qui vont surprendre personne, mais le gros enjeu, donc nous, le but, c'est de remplacer, d'amplifier les commerciaux. Je parlais tout à l'heure du rôle de manager. C'est comme si chacun pouvait devenir manager de sa propre flotte d'agents IA. Ouais. Et donc, notre mission, c'est de le faire pour les commerciaux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de construire toute cette suite d'agents IA au service des commerciaux pour orchestrer leur plateforme commerciale et donc le faire en concertation avec Lemlist, parce que Lemlist nous apporte vraiment une partie du funnel qu'on n'avait pas, qui est tout ce qui est le top of funnel. Ouais, super complémentaire au final. Voilà. Après, la roadmap, c'est ça, la vision, c'est ça. Si je te donne un tout petit mot sur la vision, je pense que ce qu'on voit, c'est que on assiste à une commoditisation des LLM. Ouais. Tous les modèles deviennent plus ou moins pareils dans les benchmarks. Et en fait, je suis pas sûr que ce sera là que la disruption, ou en tout cas que tout va se faire. Je pense que ce qu'il faut, quand tu veux verticaliser sur un usage, c'est d'être le meilleur pour fournir le contexte précis au modèle et les intégrations précises au modèle pour cet usage. Okay. Et donc nous, notre vision, c'est de se dire, on veut être les fournisseurs de contexte, parce que si t'as pas le contexte qu'il faut, t'as pas les agents, t'as pas l'efficacité, t'as des choses génériques qui collent pas à ton business et à ton setup d'outillage. Okay. Tu trouves qu'il y a une grosse bulle sur l'IA? Parce qu'il y en a une, selon toi, tu parles un peu de ChatGPT qui souffre en ce moment, enfin OpenAI. On voit tous les investisseurs fonds qui alimentent forcément la machine. Tu penses qu'il y a une bulle là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a forcément, dans un certain degré, quand on voit le niveau d'investissement, c'est sans précédent. Après, le côté potentiel de l'IA dans la productivité, j'ai pas de doute là-dessus. Quand je vois comment en 2025 et en 2024, on a évolué, c'est de la folie. Personne ne peut prédire ce qu'il y aura dans 2 ans, mais je pense que ça va continuer, parce qu'encore une fois, les modèles peuvent plafonner un peu. Tout ce qui est autour est en train de se robustifier, de se stabiliser. Et donc, c'est tout l'écosystème dans son entier qui fait que l'IA devient de plus en plus productive. Ouais. Après, le gros enjeu, et c'est là où il y aura peut-être un effet bulle, c'est ce qu'on disait, l'adoption dans les grosses boîtes, parce que ça reste quand même une grosse partie de l'emploi. Ouais. Et s'il n'y a pas d'adoption, il va y avoir forcément une sorte de retard entre ce qu'on peut attendre en termes de retombées et ROI d'IA et tout ce qui a été investi. Et donc, il y aura peut-être une petite traversée du désert avant que ça reprenne de manière plus sereine et stable. Donc pour moi, c'est vraiment le jeu de l'adoption, mais pas le jeu du use case de l'IA. Là-dessus, je pense pas qu'on peut parler de bulle. Ouais. Bon, je suis peut-être jugé parti parce que je suis dedans, mais je pense que ça n'a rien à voir, par exemple, avec Internet. On est sur quelque chose de beaucoup plus large, en termes d'impact possible. Et encore là, on parle uniquement de la partie IA, donc service, etc., col blanc. Mais si on applique tout ce qui est robotique, et qu'on voit les progrès actuels, il y a une lame de fond qui est aussi beaucoup plus large avec la robotique en temps de... Ouais, clairement. Non, mais
les impacts sont monstrueux. Tu parlais de productivité, d'être meilleur. Comment t'es meilleur toi grâce à l'IA? C'est quoi tes use cases à toi? Ouais, c'est une grosse question. Ouais. Parce que là, je crois que j'aurais du mal à dissocier ce que je fais sans IA et avec IA. Moi, je pense que j'en fais trop avec l'IA. Okay. Et je pense que c'est aussi une histoire de consistance. Parce que si on est une boîtier avec Clap, il faut qu'en interne, on utilise l'IA à 200% pour être toujours sur le fil et pouvoir sentir dans quelle direction aller. Et donc, je pense que j'ai aussi perdu beaucoup de temps à explorer dans des phases de divergence, à tout tester. Donc, je pense que je suis un représentant de surutilisateur et qu'il y a peut-être des choses dont j'aurais pas besoin. Mais si je reprends plus précisément, aujourd'hui, l'IA, ça a réinventé les métiers. Toute la partie finance, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées par des agents. Toute la partie, tu vois, communication. Je sais pas si tu m'as trouvé sur LinkedIn, mais mes posts LinkedIn sont sourcés par IA, sont rédigés par IA. Ça veut pas dire que je mets pas de moi dedans, c'est que mes idées, mais c'est quand même un assistant qui m'aide à les écrire et j'ai la validation finale, les correctifs. Et donc c'est une boucle. Et donc ma manière de travailler grâce à l'IA, c'est que je suis à l'initiative de l'idée, je suis à l'initiative du brief, du système. Par exemple, je sais que sur tel post LinkedIn, pour reprendre cet exemple, j'ai cette envie-là. Ensuite, j'ai l'IA qui m'aide et je suis à la revue pour le cycle de validation. Et donc, je reprends l'analogie du management, mais quand tu as une équipe, c'est à peu près ça. Si tu staffes mal ton équipe, elle ne sait pas dans quelle direction partir. Et si tu lui donnes pas les bons retours, la boucle de feedback, bah en fait, elle va pas pouvoir grandir et elle va pas pouvoir itérer. Après, nous, on est surtout une boîte aujourd'hui technique. La plupart de notre équipe, c'est des développeurs. Moi, je porte la partie notamment produit et design. Et donc, la manière dont on travaille là-dessus, elle a aussi beaucoup changé par l'IA. Par exemple, on ne fait plus des maquettes sur Figma. Aujourd'hui, tout est prototypé. On utilise Cloud Code avec tout un ensemble de skills. Bon, là, c'est bien technique et je sais pas jusqu'où je vais, mais c'est... En fait, on essaie à chaque fois de regarder le processus qu'on a dans la boîte, qu'on répète assez fréquemment, et dans quelle mesure on peut l'adapter pour essayer de faire plus avec moins. Okay. Et t'as quoi comme outil en interne? Forcément, t'as la playlist qui rentre dans l'escalier. En outil maison, vous utilisez quoi en plus sur la partie IA? Sur la partie IA, c'est du coup Cloud Code. Ouais. On a pas mal fourmillé avec beaucoup de tests au début. Ouais. Et plus ça va, plus on utilise Cloud Code pour tout. Donc côté développement, c'est Cloud Code. Côté product et design, c'est Cloud Code. Côté commercial, maintenant on fait les RFP, on fait les présentations clients personnalisées. Donc on utilise Clap avec le MCP qui permet d'accéder à la donnée conversationnelle de nos clients. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet de concevoir des présentations qui soient dynamiques en juste quelques clics. Donc ça, c'est un exemple. Donc même côté commercial, on se met à utiliser Cloud Code. Ok. Voilà, c'est vraiment l'outil qui devient universel. Ouais. Vraiment le truc du moment en tout cas, quoi. Ouais, c'est pas très original, mais c'est très fort ce qu'ils ont fait. Donc Si je t'amène peut-être sur un dernier sujet avant qu'on se fasse un petit challenge, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux aussi? Parce que tu es beaucoup sur le réseau, tu parlais de LinkedIn. Est-ce que tu vois, tu gardes des trucs comme Insta, ce genre de trucs? Moi, je te donne un exemple, j'ai décidé de supprimer Insta et ce genre de trucs. Parce que je trouvais que je perdais trop de temps. Et voilà, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux aussi? moi, j'aime pas du tout les réseaux. Ouais. Je réinstalle Insta quand j'ai un récit de course à partager, puis je le désinstalle dans la foulée. Pour documenter un peu mes courses, mais c'est à peu près tout. LinkedIn, je m'en sers, mais parce que c'est un gros sujet de promotion et d'influence pour Clap. Le jour où j'ai plus Clap, j'ai plus LinkedIn. Et Strava, je publie mes sorties parce que c'est connecté à la montre, mais c'est voilà. Pour te dire, sur Strava, je suis 10 personnes. Ouais.
Et si je dois suivre une 11e personne, je dois enlever une personne d'avant D'accord. pour jamais dépasser 10. C'est terrible. Ce qui m'a valu une petite prise de bec avec ma femme parce qu'elle m'a demandé pourquoi je la suivais pas, mais que j'ai que 10 places. Voilà. Donc non, j'essaie de limiter parce qu'on peut très vite être pris dans trop de questions d'attention, quoi. Ok, super. Bon, bah, ça fait un petit moment qu'on court. On va se faire le petit défi de la fin. Ouais. Tu vois où je t'amène, j'imagine? Tu connais bien la zone? Bah pas tellement en fait, parce que quand j'habitais à Paris, je faisais pas de trail, donc je faisais pas de dénive à Montmartre. D'accord. T'allais où? Je courais. Moi j'habitais dans le 10e, donc je courais plus vers la Villette, le Canal. Mais effectivement, depuis 2 ans quand je viens ici, je fais des marches. Voilà. Et bah écoute, ça va être le... C'est quoi ton défi? C'est la course? Ouais, exactement. Je pense que je vais pas emmener bien large face à toi, mais le premier en haut. Tu veux faire une petite pause avant? Tu veux un peu d'eau? Non, non, allons-y. Good. Attends. Désolé. Ça court trop vite. Ah ouais. C'est quoi, tu veux faire en mode course ou juste monter? Allez, course. Ok, bon bah go alors. 3, 2, 1, go. Ça fait mal. Ah, t'es solide. Oh putain, bien joué. Tu fais combien de dénives à la semaine là? Quand je... Entre 6 000 et 8 000. Wow. Mais pas en sprint. Les gens sont ouais. Bon bah go. On va Allez. descendre tranquillement. Et puis on va te remercier Robin d'être venu sur la première avec nous en tout cas. Bah, c'est un bon format. Ouais, ça t'a plu? C'est sympa de participer. On a récupéré nos affaires. Robin, un grand merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. C'était le premier épisode, ravi de t'avoir eu en tout cas avec nous. On s'était dit un petit truc avec Jean-Gab avant de terminer l'épisode. Qui c'est que t'aimerais voir dans l'émission? CEO, homme, femme? Qui c'est que t'aimerais voir venir quoi avec nous? Question qui me prend à chaud. Qui j'aimerais voir? Eh ben tiens, Guillaume Houbèche, tiens. Ok. Je ne sais pas s'il a le temps vu qu'il est en Afrique du Sud là, mais ça me fait très plaisir de voir Guillaume Houbèche, qui est un grand sportif et qui s'est mis au triathlon de manière hyper intense. Et ben écoute, on le contactera de ta part en tout cas. Et puis encore un grand merci d'avoir ouvert le bal avec nous. On vous invite forcément à suivre la chaîne, c'est les débuts. Likez-nous, partagez, c'est forcément ce qui va aider à le faire découvrir. Et puis on aura vous le plaisir de vous retrouver très prochainement. A plus. Bye. Ciao.